Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes ici en présence de Monsieur Yatma Diop, qui a été entraîneur, qui a été footballeur aussi dans l'équipe nationale. Alors, nous avons le plaisir de l'accueillir dans cette émission consacrée au sport et qui s'appelle Pécom Performance. Alors, l'émission portera sur un certain nombre de questions par rapport à l'actualité du football actuellement. Et l'actualité du football, c'est les nominés pour les différents accessites par rapport au Ballon d'Or, entre autres. Ensuite, nous allons parler de l'évolution du football moderne. En troisième lieu, vous savez que le Sénégal participe à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et la Coupe du Monde, c'est pratiquement sur nos talons. Enfin, nous allons parler aussi des Lions du Sénégal, qui sont qualifiés et tout, et par rapport aux atouts et aux faiblesses. D'abord, nous allons faire un petit récapitulatif. Yatma Diop, vous allez d'abord vous présenter, et en vous présentant, déjà nous sommes émerveillés parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire avec vous. Émerveillé pourquoi? Je ne sais pas. Bon, disons que, bon, je ne veux pas dire une personnalité et truc, mais c'est assez compliqué. Yatma, c'est assez compliqué. Parce qu'en réalité, je suis très connu par le football, à travers le football, à cause du football. Alors que moi, en réalité, moi, je suis un informaticien. Donc, informaticien, c'est loin de footballeur. Mais disons que j'ai grandi dans le monde sportif, entouré par des membres de ma famille qui étaient de l'US Gorée, par exemple, très proches de l'US Gorée. J'ai des cousins qui jouaient à l'US Gorée et l'un d'entre eux était le capitaine de l'équipe de Gorée des années 50, qui gagnait les Coupes d'AOF. Il s'appelait Ousseynou Anne et on l'appelait Capi. Capi, c'est mon cousin, c'est mon grand frère. Donc j'étais très proche. Ensuite, j'ai joué très jeune, peut-être même trop jeune, dans une équipe de la Médina qui s'appelait Avenir de Dakar. Bon, on était beaucoup de jeunes là-dedans. Et puisque je n'avais pas de papier pour jouer, parce que j'étais trop jeune, on m'a donné le nom de quelqu'un qui s'appelait Ba. Et la première saison avec le cadet, j'ai joué avec une licence d'un gars qui s'appelait, je ne sais pas quoi, Ba. Bon. Parce que je n'avais pas l'âge pour jouer déjà, j'étais beaucoup trop jeune. Mais malgré ça, on m'a fait jouer. Mais j'étais plus un gardien de but qu'un attaquant. J'étais le gardien de but de l'équipe de l'école primaire Malixi, qui est à côté de la grande mosquée. J'étais le gardien de but du lycée Vanvo, qui est devenu la Mingué. J'étais le gardien de but de cette lycée. J'étais en même temps jeune basketteur. J'étais troisième au concours de jeune basketteur. Donc, tu vois que j'étais déjà dans le sport très jeune, malgré disons, la position d'élève, d'étudiant, etc. Donc, c'est assez compliqué. Yatma, c'est assez compliqué. Parce que, ensuite, je ne m'appelle pas Yatma Diop. Mon vrai nom, c'est Moustapha. Mon vrai nom, c'est Moustapha Diop. Donc, Moustapha, c'est le prophète. À l'époque, la fraude sur l'âge, en fait, ça existait alors. Oui, enfin, si on peut parler de fraude. Si. Non, la fraude elle-même, ça existait. Parce que moi, je me souviens, on a joué dans un match contre une équipe, je ne vais pas la citer parce que ça va réveiller des trucs. Mais on a joué un match en tant que jeune de l'avenir de Dakar contre une équipe où il y avait pratiquement des gens qui pouvaient être nos oncles. Voilà, ils étaient trop grands, très grands, trop grands. Ils nous ont battus à Dakar difficilement dans un match de trucs. On les a retrouvés dans le coin où ils habitaient au Sénégal et nous les avons battus par 3 ou 4 ans. D'accord? Donc, fraude sur l'âge, ça a toujours... Mais ce n'était pas important à l'époque. Parce que les conséquences n'étaient pas si graves. Mais retenez simplement que j'ai été sportif très jeune. Comme j'ai dit, j'ai grandi dans un monde sportif, etc. Donc, je pouvais jouer dans n'importe quel équipe. Alors, finalement, ce que les gens n'ont pas retenu ici, c'est que j'ai joué au Fort de la Casamance. Et avant les Bocandé, parce que je suis beaucoup plus âgé qu'eux. Mais jusqu'à maintenant, j'ai des relations très proches avec les Dembarawata, par exemple, qui étaient dans les groupes de jeunes que j'encadrais. Donc tout ceci pour dire que j'ai grandi de manière un peu désordonnée, un peu etc. Et finalement,
je suis allé en Europe parce que j'avais quelqu'un qui avait des relations, on avait des relations de famille d'ailleurs, qui s'appelait Pape Diop. Et Pape Diop m'a dit un jour, mais boy, le Sénégal, il faut l'Europe. Ah, je dis non, si je dois jouer en Europe, mais je vais jouer. Donc, c'est pas un métier. Il m'a poussé, il m'a organisé et il m'a mis en relation avec l'entraîneur qui s'appelait André Grillon. André Grillon était l'entraîneur de l'équipe de France amateur. C'est un ancien footballeur professionnel français qui jouait à Paris. Donc, celui-là m'a vu, il m'a demandé de venir. Je suis venu, je l'ai trouvé à Annecy d'ailleurs. Et quand ils m'ont vu, ils étaient surpris du niveau de jeu que j'avais. Et il a discuté avec l'entraîneur de l'époque de l'équipe de Lyon, qui s'appelait Louis Hon. Et ils se sont organisés pour essayer de me faire signer une licence de footballeur professionnel à Lyon. J'ai refusé. Mais à l'époque, pour revenir un petit peu en arrière, à l'époque, je crois qu'il y avait une certaine culture de la pluridisciplinarité. Ça veut dire qu'un footballeur pouvait être basketteur en même temps, handballeur en même temps, et puis même, j'ai vu par exemple le cas de Lamine Gom de Gorée, qui était même dans l'équipe de natation. Et tout. Oui, mais Moustapha Dramé du Foyer France-Sénégal, il jouait à Demba Diop contre l'US Gorée à 17h, et à 21h, il jouait contre le Foyer France-Sénégal. À 17h, il a joué avec le Foyer France-Sénégal contre l'US Gorée, à Demba Diop. Et à 21h, il joue avec l'équipe de l'US Gorée face à l'équipe du Foyer France-Sénégal au handball. Bon, c'est vrai ce que tu dis. Il y avait beaucoup de pluridisciplinarité. Un Lamine Diack était un footballeur sénégalais international, les gens l'oublient. Il a été international de football, Lamine Diack. Mais il était athlète, il était volleyeur. Bon, et puis toute leur génération, c'était comme ça. Ils jouaient au basket, ils jouaient au volleyball. L'un des plus grands basketteurs de l'histoire de l'Afrique, il s'appelait Alioune Diop. Hein? Et Alioune Diop était aussi gardien de but. C'est le grand frère de Nieda, le fameux basketteur des années 60, 68. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pluridisciplinarité parce que c'était un jeu. Et puis, comme c'était un jeu, ça intéressait plein de monde. Maintenant, bon, ça a fait que, effectivement, beaucoup de gens ont fait plusieurs disciplines à la fois. Tu as vu des garçons qui étaient des basketteurs, mais qui étaient des champions de France. Bon, Abdou Sey, par exemple, il était dans l'équipe du Foyer France-Sénégal, mais il était champion de France et champion d'Europe du 100 mètres, du 200 mètres et du 400 mètres. Bon, et ils ne sont pas seuls. Il y en a beaucoup comme ça. Je connaissais plus les gens du Foyer France-Sénégal parce que j'ai grandi parmi eux, mais il y en avait beaucoup dans d'autres disciplines. Évidemment, c'était un sport amateur, c'était un jeu. Aujourd'hui, le football, ce n'est plus un jeu. Pape Diouf, dans un de ses ouvrages, a écrit que le football, c'est plus qu'un jeu. Et aujourd'hui, il a eu raison de dire que c'est plus un jeu, parce qu'aujourd'hui, tu as des footballeurs qui ont des salaires de 1 milliard par mois. Ça existe. Dans d'autres métiers, je ne sais pas. Je ne connais pas un métier où on paye quelqu'un 1 milliard par mois. Mais comment c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur, dans votre carrière, sur le club phare qui vous a propulsé? Parce que moi, peut-être que je savais que vous étiez entraîneur du Jaraaf et tout, quoi. Mais je pense que vous êtes un produit du Jaraaf ou bien vous êtes un produit de la fusion après la réforme? Plutôt, oui. Parce qu'au moment de la réforme, je suis parti juste au moment de la réforme. Je suis reparti parce que j'étais au Sénégal avec la Coupe d'Afrique de 68. On m'a rappelé de France avec l'ambassadeur M. Guillabert qui m'avait fait appeler à Paris. Je ne savais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je n'avais aucune relation avec les services de l'État. Et M. Guillabert m'a dit que c'est le gouvernement du Sénégal qui lui a demandé de me contacter parce que les techniciens sénégalais souhaitaient que je vienne renforcer l'équipe nationale du Sénégal contre la Guinée et contre les autres pour aller se qualifier pour la CAN de 68 à Asmara. Ah, je dis, mais monsieur l'ambassadeur, moi je suis désolé, mais moi je fais des études d'informatique. Il me dit, ah oui, c'est le gouvernement qui m'a demandé de le faire, de vous appeler. Ah, j'ai dit, bon, si c'est ça, je vais accepter le sacrifice
d'aller défendre les couleurs nationales. Et puis je verrai bien après comment je vais revenir en France pour continuer mes études. Ça veut dire qu'à l'époque, le footballeur type avait déjà un métier. Donc il jouait au football par amour, par passion. Par jeu. C'était un jeu. Donc, mais là, c'était plus un jeu au moment où c'est l'État du Sénégal, à travers son ambassadeur, qui me demande de venir défendre les couleurs nationales. Donc j'ai répondu à l'appel de l'État du Sénégal, qui était sollicité par les entraîneurs, Lamine Diack, Jojo et Marouad. J'ai répondu à cet appel et j'ai suspendu les études pour venir jouer les éliminatoires. Et une fois que les éliminatoires terminaient, la saison était terminée. Le truc scolaire était fermé. Donc j'ai été obligé de rester pour aller jouer la CAN. Je suis resté donc, et je suis allé jouer la CAN avec le Sénégal. Je crois que c'était au mois de janvier, au mois de février. Donc c'est après la CAN que je suis retourné en Europe. Et c'est au moment où je retourné en Europe, ils étaient en train de faire la fusion entre le Foyer France-Sénégal et les Espoirs de Dakar. À propos, là je vois par exemple sur les portraits là, Amiens, Lille, c'était en 1970, et c'est vous qui êtes sur les photos, c'est ça? Oui. Ensuite, le premier lion venu de France. Oui. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait des problèmes de libération des joueurs. Non. Moi, quand j'ai commencé à fréquenter les stades, j'ai vu qu'il n'y avait que 2 joueurs qui étaient autorisés à venir renforcer l'équipe nationale. C'était 2 ou 3, je pense. C'est par exemple, ici, à l'époque, par exemple, je me rappelle des rencontres à Demba Diop. Je crois que le Sénégal avait fait appel à Locotte, à Badougaï et autres là. Non, ça c'est bien après ça. Et j'ai vu qu'il fallait faire... Moi j'ai été appelé en équipe nationale 20 ans avant le Caire. Avant le Caire, oui. 20 ans avant la CAN de Caire. Donc cette génération dont tu parles, bon, j'ai joué en équipe nationale 20 ans avant eux. Avant, oui. D'accord? C'est 20 ans avant. Mais disons que il y avait effectivement des joueurs comme Christophe Sagna, certains autres, qui étaient en France, qui étaient partis en France et qu'on a fait revenir. Je crois que je retiens plus Christophe, parce que je crois que c'était lui le plus connu parmi les garçons qui étaient partis en ces moments-là en France. Et, il y avait aussi Badougaï. Badougaï, je crois que c'est après le garçon. Parce que c'est, par exemple, les compétitions de Caire 86. Non, ça c'était... Voilà. Bien avant, parce que les matchs de Demba Diop, parce que même pour, je crois que même avant, même à la période de Caire 86, il fallait que les sélections se battent pour avoir leurs joueurs à disposition. Oui, mais à ce moment-là, ils commençaient déjà à prendre des professionnels. C'est ça qui était compliqué, parce que les garçons sont devenus des professionnels. Moi, quand je venais en équipe nationale, je n'avais pas le statut de professionnel. J'avais refusé le statut de professionnel. Parce que de toute façon, si c'était des salaires de 100 millions, 500 millions, j'aurais accepté de jouer au football comme professionnel. Mais bon, c'est vrai que j'étais bien encadré, bien géré, je ne me plaignais de rien du tout, etc. Mais c'était le football. Et je pouvais me blesser à tout moment. Et c'est ce qui est arrivé. Je me suis blessé en 71 et j'étais obligé de rentrer au Sénégal et j'avais 28 ans. Bon, donc, il faut considérer que les périodes sont totalement différentes. Le football totalement amateur, où le garçon pouvait venir ou ne pas venir. C'était ma génération. Après ma génération, il y a eu maintenant le début d'une participation effective au football professionnel européen et français notamment. Donc, ces garçons-là, pendant 17 ans, le Sénégal n'est pas allé à la CAN. 17 ou 18 ans durant. Parce que le dernier, entre Caire 86 et Asmara 68, c'est presque 17-18 ans. Et pourtant, on a trouvé des joueurs extrêmement talentueux à l'époque. Non, trop talentueux. Qu'est-ce qui pourquoi la mayonnaise ne prenait pas? C'était un jeu. C'est aussi simple que ça. C'était un jeu. L'équipe nationale dans laquelle moi j'ai joué, il y avait Matarnian. Il y avait Louis Camara. La singularité de ces deux-là, c'était quoi? Ces deux garçons qui mesuraient presque 1m90, ou je crois qu'il y avait presque. Louis Camara mesure 1m92. Matarnian, c'est presque ça. Or, moi, j'ai jamais vu ces deux garçons-là jouer de la tête. Avec un tel gabarit. Tous les ballons aériens, c'est le contrôle de la poitrine, la gestion technique du ballon. Malheureusement, on n'a pas les films de ça.
Si on avait les films de ça, on aurait pu comparer cette génération-là à celle d'aujourd'hui. Ça veut dire que les télévisions sont venues un peu trop tard, quoi. Oui. Le Sénégal, c'est 74, la télévision. Voilà. Donc, il n'y a pas d'image pour dire qu'est-ce que les Louis Camara ont fait. Etc. Parce qu'entre Caire 86 et Asmara 68, il y a 18 ans d'écart. Et dans ces générations-là, je suis peut-être l'un des rares, avec Louis Camara peut-être, ou un peu Yatma Diouf, qui parle de football. Il y a peut-être Demba Thioye. Il est là, mais bon, ils ne sont pas aussi présents sur le terrain. Comme je disais à quelqu'un, moi, le stade de Diamniadio, je ne sais pas où ça se trouve. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Bon, évidemment, j'attends qu'on m'y invite, parce que bon, s'il faut aller payer 50 000 francs CFA pour aller voir un match de football, je suis désolé. Mais, bon, normalement, votre statut d'ancien international devrait peut-être vous permettre d'avoir certains privilèges. Oui. Bon. Mais en tout cas, il y a anciens internationaux et anciens internationaux. Aujourd'hui, il y a des anciens internationaux qui sont des milliardaires. C'est leur chance. Ce n'est pas une autre génération. Bon, et dans la mienne, je crois qu'il y en a plus beaucoup. Il y a Louis Camara, il y a Louis Gomis, il y a Demba Thioye. Bon, et puis quelques-uns, pas beaucoup, hein. Oui, je crois qu'il y a Salou aussi, c'est Chita de Wakam. Mais là, sur la liste d'Asmara, il y en a très peu qui sont en vie. Et vous êtes passé après de footballeur à coach, directeur technique? Oui, j'ai entraîné. Parce que d'ailleurs, quand je suis revenu de France, ça m'a fait un peu rire. Parce que j'ai été j'ai été invité par un grand, Tafsir Diop, qui était un expert comptable, qui était trésorier général du Djaraf. Et il m'a fait appeler. Et je suis allé trouver à son bureau et il m'a dit qu'il avait comme mission, de la part du Djaraf, d'accepter d'entraîner l'équipe du Djaraf. Parce qu'effectivement, j'avais fait les diplômes d'entraîneur avant de venir. J'étais même major. Alors, je lui dis, gars, je suis désolé, mais je dois entraîner le football. Le football de Monsieur Forêt. C'était un jeu pour moi. J'ai mon bureau sur l'avenue en face de Printagna. Je suis le responsable technique de Honeywell Bull Sénégal. Donc, je suis plus ça que footballeur et entraîneur. Maintenant, c'est vrai que j'ai la capacité d'entraîner, puisque j'ai déjà fait le diplôme d'entraîneur avant de venir. Bon, j'ai décidé de ne pas entraîner le Djaraf en ces moments-là. Et quand il y a une crise technique au niveau du Djaraf, c'est là que les Lamine Diack m'ont imposé ça. Et je suis venu entraîner l'équipe du Djaraf de Dakar. Ça n'a pas duré trop longtemps, parce que de toute façon, je n'avais pas le temps. J'ai passé beaucoup de nuits dans mon bureau parce qu'au plan technique, le système sur lequel je travaillais, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est plutôt le système IBM qui était très connu des Sénégalais, notamment l'État du Sénégal. Il y avait déjà des Sénégalais ingénieurs au niveau du ministère des Finances. Et moi, j'étais dans un autre type de société d'informatique qui s'appelait Honeywell Bull. Donc, j'étais pratiquement le seul à gérer ce type de technologie. C'est ce qui m'a fait d'ailleurs partir à Abidjan pendant 7 mois pour étudier la possibilité d'informatiser les phosphates de Taïba. Il a fallu que j'aille à Abidjan pendant 6 mois. Je crois que c'était en 72. Donc, voilà, le football, bon, Yatma, c'est football. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Yatma, c'est informatique. C'est l'informatique, mais voilà. C'est le football qui a... Voilà, c'est le football qui a tout masqué. Qui vous a donné cette notoriété-là, quoi. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'aime bien les textes du sport en général et du football en particulier. À propos de texte là, vous venez de me montrer un texte sur... ça s'appelle... La réforme de Youssou Ndiaye. Ouais, la réforme de Youssou Ndiaye. Du ministre d'État. Oui, du ministre d'État. Elle date de 2004, 2005, 2006, etc. Bon, je pense que c'était un moment fort du football national. Ça veut dire que l'État était en avance même sur les... Jusqu'à aujourd'hui, l'État est en avance. Ouais. L'État était en avance. Donc l'État avait déjà jeté les bases parce que Youssou Ndiaye avait le statut de ministre d'État. Du football professionnel. Il avait le statut de ministre d'État. Donc c'est un ministre d'État qui a décidé
évidemment avec l'accord du président de la République, de revoir les conditions de football au Sénégal. Et la principale idée, c'était est-ce qu'on pouvait faire du football professionnel au Sénégal. Donc, l'État était en avance sur les acteurs du football. Et l'État a créé un comité de pilotage avec je crois qu'une vingtaine de personnes. Et ces gens-là étaient choisis par le ministre sur la base d'un arrêté pour piloter ce comité de pilotage avec l'accompagnement évidemment des hauts fonctionnaires du ministère, notamment le directeur de la haute compétition de l'époque, Ahmed Dieng. Et Alpha Silla a été également mis dans le dispositif pour gérer un peu la correspondance entre les trucs. Alors, au fur et à mesure qu'on faisait le travail, bon, on se rendait compte que les gens s'absentaient. Et à un moment donné, les trois qui étaient véritablement restés, c'était Tuyan Khan du port, le président du RAI, Ousseynou Keita. Mais est-ce que l'État avait mis en place l'environnement juridique oui, de sorte que les clubs puissent muer? Parce qu'on est parti d'association loi de 1901. Et puis, par la suite, il fallait maintenant que ces clubs optent maintenant pour une autre dénomination. C'était le débat. Et nous étions venus en conférence avec une vingtaine de personnes. Le ministre a dit ce que l'État attendait du monde du football. Bon, l'État veut voir si on peut faire du football professionnel au Sénégal. Donc, vous allez discuter et proposer à l'État une formule de professionnalisation parce que on considère que le football déjà il prenait un peu une certaine dimension. Et beaucoup de jeunes tentaient de jouer au football, de plus en plus. Donc, le stade Demba Diop était devenu trop petit. Ça veut dire donc que le football était un peu en avance sur les autres disciplines. Et l'État en était conscient. Et c'est sur ces bases-là que l'État du Sénégal, à travers le ministre d'État Youssoupha Ndiaye, qui a mis en place le dispositif pour dire voilà les textes que je vous propose. Et sur la base de ce que proposait le ministère, il y a eu beaucoup de rencontres, à beaucoup de niveaux, pendant plusieurs moments. Et finalement, le dernier document remis au ministre Youssoupha Ndiaye, c'est le document que je t'ai montré. L'État est d'accord pour dire oui, je veux que vous fassiez le football professionnel. Voilà les conditions de l'État. Et singulièrement, pour être professionnel, l'État dit dans le document que je t'ai donné qu'il faut créer une société privée. Et c'est ça la logique. Quand vous dites football professionnel, ce n'est plus un jeu. Et la ligue professionnelle n'a commencé à être pratiquée qu'en 2000... Non, c'est parce qu'il y avait des problèmes d'adaptation, d'acceptation du produit. L'État dit, le document que nous avons fait est accepté par l'État et que le défunt Daouda Faye, que la terre lui soit légère, Daouda Faye avait déjà remplacé Youssoupha Ndiaye. Et il y a eu beaucoup d'attaques sur Daouda Faye. Il bloque la réforme, il bloque ceci. Et à l'époque, j'étais obligé de dire non, Daouda Faye n'a rien bloqué. Il ne l'a même pas trouvé au ministère. Youssoupha Ndiaye, avant d'être remplacé, avait déjà remis le document officiel de réforme du football à la fédération. À l'époque, d'ailleurs, le président de la fédération, c'était Fahri. Et la réunion de préparation pour la remise du document, quelqu'un avait signalé que Fahri n'était pas au Sénégal. Le ministre d'État Youssoupha Ndiaye avait répondu, moi je n'ai pas dit Fahri, j'ai dit la fédération. Donc jeudi prochain à 17h, Hôtel Indépendance, je vais vous remettre officiellement le document. Donc le ministère a invité la presse nationale, étrangère, et le jour prévu à 17h à l'Hôtel Indépendance, le ministre d'État Youssoupha Ndiaye a remis le document
à Mbaye Ndoye. Feu Mbaye Ndoye qui était le premier vice-président de la fédération. Et c'est ce document-là qui a été multiplié par la fédération et distribué à tous les acteurs. Et au bout du compte, quand on crée une société privée, il faut respecter les normes définies par les lois du Sénégal. Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur? Qu'est-ce que c'est qu'un patron du travailleur? Quelles sont les conditions, etc., etc. Et en ce moment-là, les gens sont passés à côté. On a tergiversé, on a tergiversé, on a tergiversé. Et quand Daouda Faye a eu le feu vert pour transmettre ces documents au club, il a invité les clubs à Saly. Les gens ont travaillé à Saly. Moi, je n'étais pas allé. J'étais plutôt à Saly, ben, avec des jeunes qui parlaient de formation. Parce que ce document-là, l'essentiel du document, c'est la privatisation d'une partie du football. Est-ce que tout le monde était prêt à faire ça? Non. Les gens n'étaient pas prêts. Et on a tergiversé. Et jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a jamais dit, moi je ne veux pas que vous soyez des pros. L'État a dit si. Être pro, c'est avoir une société privée. Vous n'avez pas de société et vous dites que vous êtes des pros. Résultat, il y a maintenant une association des entraîneurs du football, un syndicat des entraîneurs. Il y a aujourd'hui aussi un syndicat des footballeurs. D'accord? Parce qu'on leur dit que ce sont des pros. Mais tout le monde sait que ce n'est pas la réalité. Bon, on attend maintenant à ce que l'État sorte de l'argent pour donner ça aux pros. Mais attends. Mais là, je pense que ça, c'est une bonne transition pour parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est déjà le démarrage de la Ligue 1, avec des résultats peut-être à l'italienne, comme on dit, quoi. Ça veut dire qu'avec des scores un peu qui. Est-ce que c'est le démarrage? Non, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la base. C'est vrai que le football aujourd'hui, le football n'est plus un jeu. Moi, là où je suis encore, je suis en face d'un terrain de football qui est occupé de 7h du matin à 7h du soir. Tous les jours. Des garçons, des jeunes, des moins jeunes, des tout petits, occupent ce terrain de 7h du matin à 7h du soir. Tous les jours. C'est ce que Pape Diouf me disait dans une interview. Oui. Il me disait que le développement du football passe par l'existence d'infrastructures. Est-ce que vous êtes de cet avis? Aujourd'hui, je dis, le stade de Ngor, il est là. Moi, je suis à Ngor, je suis à 50 mètres du terrain. Le grand terrain de Ngor est gazonné. Mais ce n'est pas utilisé par l'Olympique de Ngor. Parce que les travaux n'ont pas été terminés. Et moi, je suis là bientôt, il y aura bientôt 2 ans. Le terrain est là, le gazon est prêt. Mais c'est que le gazon qui est prêt, il n'y a que le gazon qui est prêt. Et donc le terrain n'est pas utilisable. Donc le stade de Ngor, l'Olympique de Ngor qui a un terrain qui est là à côté, va jouer à Cameroun ou à Mba ou à je ne sais où. Donc c'est pas normal tout ça. Donc aujourd'hui, le football, comme disait Pape Diouf, il a changé. Il n'est plus un jeu. Dès lors, il faut que les gens acceptent que quand on dit l'État doit aider, oui, l'État doit aider. Mais l'État aide qui? Si l'État peut aider quelqu'un qui n'a pas créé de société, qui ne paye pas d'impôts, qui ne paye pas de retraite, qui fait rien, il y en a qui sont des pros parmi eux. Dans le club actuel du Sénégal, il y en a qui sont de vrais pros. Mais c'est une minorité. Et quels sont les clubs qui traînent? Est-ce que c'est les clubs traditionnels ou bien c'est les académies? J'ai l'impression que les académies sont plus structurées. Enfin, vu de l'extérieur. Oui, bon, de façon, les académies les plus connues, comme Yambar, comme Génération Foot, Tenguej, etc., oui, ils sont obligés d'être des pros parce qu'ils ont des partenariats divers qui font que ces gens-là ne peuvent pas venir donner 100 millions, 500 millions, 1 milliard, et puis voilà, vous êtes des Sénégalais, vous êtes bien, on peut, c'est tout. Non, non, non. Donc, il faut que les gens acceptent de franchir le pas. Si l'État, si les clubs créent les conditions de financement, l'État va le faire. L'État va le faire.
C'est ça le problème de fond. L'État ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas une société. Parce que si l'État fait ça pour le football, il va le faire pour toutes les autres disciplines. Parce que ce sont toutes des ASC. Contrairement à ce que les gens pensent. Quand on dit ASC, on pense Nawetan. Non, non, non. ASC, c'est Association sportive et culturelle sur la base d'un décret de 76 qui s'appelle le décret 76-040. Donc il y a ASC Giraffe, il y a ASC Almadi, il y a ASC ceci, il y a ASC ça. Bon, les gosses ceux qui sont dans le football amateur, qu'on appelle communément Nawetan, mais ce sont des clubs, ce sont des associations sportives et culturelles reconnues par l'État du Sénégal. Donc, qui peuvent même transférer des footballeurs à l'étranger? Non, en principe. Parce que pour transférer, ce sont des amateurs. Il faudrait déjà passer par... en tant qu'ASC, il faut passer par la fédération qui donne un certificat de qui? Oui, certificat de transfert. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que dans les textes du football, c'est les associations. Il faut d'abord être association reconnue par l'État du Sénégal. Si tu es une association reconnue par l'État du Sénégal, tu choisis ta discipline, parce que c'est association sportive et culturelle. Donc, tu choisis dans les sports définis par l'État, tu es ASC, sport et culture. Dans le sport, tu choisis de faire du judo, d'autres choisissent de faire du volleyball, etc. Donc, l'association sportive peut avoir plusieurs cellules, plusieurs sections de football, de basket, d'athlétisme, de ceci et de ça. Ça, est-ce que ce n'était pas lié peut-être à la réforme de Lamine Diack? Non, 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 ça n'a rien à voir. La réforme de Lamine Diack... Parce qu'obliger, par exemple, obliger chaque club c'était une obligation. À avoir 4 disciplines. Ouais, ça, c'était une sorte d'obligation. Parce que dans ce moment-là, sa réforme de Lamine Diack, c'était plutôt avoir le maximum de qualité dans un minimum d'entité. Ça, c'est important. C'était ça l'idée principale de la réforme. Ce n'était pas comme certains ont dit, oui, le foyer ne marchait pas, le foyer France-Sénégal ne marchait pas, donc Lamine Diack a triché. Non, Lamine Diack n'a jamais triché. La réforme, c'est 69. En 68, c'est le foyer France-Sénégal, donc le club de Lamine Diack, qui était vainqueur de la Coupe du Sénégal et champion du Sénégal. Et qui avait 6 ou 7 joueurs dans l'équipe nationale. Donc, ce n'était pas parce que son club était faible. Mais sa génération avait considéré qu'il y avait trop de bons clubs au Sénégal. Et malgré cette... Mais c'est trop là à poser des problèmes. Parce que dans les commissions continentales, on avait des difficultés parce qu'on était en face de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali, et peut-être même du Togo, ou du Bénin. Dans ces pays, il y avait 3 clubs au maximum qui étaient connus. Au Sénégal, l'équipe de Mbao, l'équipe de Tcharoy était aussi forte, ces équipes étaient aussi fortes que le foyer France-Sénégal, que l'US Gorée, que la Jeanne d'Arc. Ça, c'est vrai. Je pense qu'à l'époque, il y avait plus d'esthètes que d'athlètes actuels. C'est ce que j'ai dit. Dans ces moments-là... Est-ce que ce n'était pas lié à la formation? Non, dans ces moments-là, tous les coins du Sénégal où il y avait le football, les footballeurs étaient presque de même niveau. Dans le de Tcharoy, il y avait le père d'Abid Bey, qui s'appelait Abdou Bey, qui était un avançant brillant. D'accord? Le père de Diomansé Kamara. Il jouait Gibraltar. Centenaire Gibraltar. Oui, il avait été là. Ouais. Justement, donc, il y avait trop de talent, mais c'était un jeu. Et donc, c'était difficile de gérer autant de clubs. Et la génération de Lamine Diack avait considéré que si on fait des fusions, on aura moins de clubs, mais on va avoir beaucoup de clubs brillants. Avec des joueurs brillants, des dirigeants très forts, qui sont ensemble, qui travaillent ensemble. C'était ça l'idée de la réforme. À propos de talent, actuellement, il y a le talent brut qui est en train vraiment d'être porté vraiment à l'échelle mondiale. C'est le ballon d'or de Sadio Mané. Enfin, le ballon d'argent de Sadio Mané. Avec le ballon d'or, moi, je ne sais pas. Heureusement que les gens de France Football ont changé un peu la donne. Parce que moi, je ne savais pas ce que signifie ballon d'or. Ballon d'or du football.
Le football n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Alors, si quelqu'un marque 3 buts et son gardien de but sauve 4 buts, qui doit être ballon d'or parmi les deux? C'est le gardien de but. Hein? C'est le gardien de but. Ils sont dans la même équipe. Celui qui a sauvé les meubles. Oui, non, c'est ce que je dis. On dit ballon d'or. On choisit l'attaquant parce qu'il a marqué 3 buts quelque part, il a marqué 2 autres buts, etc. Mais pendant ce même moment, le gardien de but de son équipe a sauvé plus de buts. Mais le football, la défense, etc. Parce que le football, c'est un jeu collectif. Mais on fait plus la promotion des. On sait qui? Des artistes. Ceux qui font gagner. Non, qu'est-ce qui fait gagner? Enfin, c'est le gardien de but qui a empêché les buts de son équipe d'être battue. Celui qui marque en général. Et celui qui a arrêté le ballon. Celui qui marque. Oui, mais celui qui arrête le ballon. Mais malgré ça, même le public aussi, mais le public applaudit plus. Non, c'est une manipulation. Non, c'est faux. C'est une manipulation d'un groupe qui organise ça. Heureusement, maintenant, ils sont en train de s'adapter. Parce que le ballon d'or de Sadio Mané. Le ballon d'argent. Non, je dis, on l'a appelé dans une cérémonie de ballon d'or. Alors, j'ai bien aimé l'article d'un de vos collègues qui est dans Le Soleil, je crois que c'est Babacar Ndiaye ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, son article est terrible. Parce que le ballon d'or, avant tout ça, aujourd'hui, ils se sont adaptés. Ils disent meilleur gardien de but, meilleur jeune, meilleur footballeur, meilleure footballeuse, meilleur ceci, meilleur ça. Donc, ils créent des trucs. Alors maintenant, ils créent, footballeur le plus social, le plus, etc. Donc, ils sont en train de s'adapter, de corriger. Parce qu'avant, c'était seulement un joueur, ballon d'or, c'est Messi. Mais Messi marque le but. Et l'arrêt central qui était direct, piqué. Ou les autres, qui arrêtaient le ballon, qui transféraient. D'ailleurs, moi, le meilleur exemple que je donne, c'est au Sénégal que ça s'est passé. Le Sénégal a fait un match contre le Cameroun ici. Éliminatoire Coupe d'Afrique. L'équipe du Sénégal était entraînée par Amara Traoré. Nous avons fait donc le match ici à Dakar, Sénégal-Cameroun. 0-0. 0-0. 90 minutes de jeu. Il n'y a pas de but. Le temps est terminé. On était à la 92e minute. Le ballon est entre les mains du gardien de but du Sénégal, le jeune qui venait de Saint-Louis. D'accord? Il est gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal. Khadim Ndiaye. Khadim Ndiaye avait le ballon entre les mains. Dans tous les pays du monde, dans toutes les rencontres du monde, dans ces conditions-là, le gardien de but, il ne fait pas de passe courte. Il tente la passe longue devant. Parce que le temps est terminé, l'arbitre risque de siffler à la fin du match. Donc, 9 fois sur 10, on dégage long pour tenter un dernier coup. Khadim n'a pas fait ça. Khadim a donné le ballon à un de ses partenaires qui était latéral droit. Celui-là a eu le même réflexe que lui. Il a donné à un homme du milieu. L'homme du milieu a eu le même réflexe. Il a donné à l'ailier gauche du Sénégal, le petit, qui venait d'Europe. C'est pas Issar Dia a pris ce ballon. Il est allé balle au pied. L'arbitre n'a toujours pas sifflé la fin du match. Il va balle au pied, il passe un Camerounais, il est à face de deuxième Camerounais, il ne fait pas le dribble, il donne le ballon à Dembaba. Et Dembaba, dans sa posture, a mis l'intérieur du pied, il a marqué le but. Il est allé sauter sur les militaires là qui étaient sur la piste. D'accord? Donc ce but-là, il vient de qui? De Issa Dia? De Khadim Ndiaye. De Khadim Ndiaye. Personne n'a parlé de Khadim Ndiaye. Aujourd'hui, ça s'appelle passe décisive. Passe décisive de qui? De Issa Dia. Non. La passe la plus décisive, c'est celle du gardien de but. Khadim Ndiaye, ouais. De Khadim Ndiaye. Qui avait la possibilité de dégager très long. Et puis cette balle, c'était une bataille que le Sénégal pouvait gagner, comme il pouvait ne pas la gagner, elle n'a pas sifflé, et le Sénégal fait match nul 0-0. Donc aujourd'hui, ça s'appelle passe décisive. Et moi, je dis, France Football a passé son temps, c'est une société privée qui se faisait de l'argent dans le monde du football. Et donc je les comprends. Ils créent beaucoup de produits, Aujourd'hui, ils ont créé
le ballon d'or, on ne parlait que de ballon d'or. On prenait un joueur, on venait. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Mais c'est commercial. C'est plusieurs milliards d'euros ou je ne sais pas qui gèrent. Maintenant, ils ont changé et ils se sont adaptés aux réalités actuelles du monde du sport. Mais justement, à propos de réalité du football moderne, actuellement, on parle d'évolution et évolution dans le système, évolution aussi dans l'économie même du sport même. Ça veut dire que maintenant le sport est devenu une industrie, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'État peut capitaliser à travers peut-être le ballon d'argent conquis par Sadio Mané, surtout en perspective de la Coupe du Monde? Non. Le ballon, le trophée qui a été remis à Sadio, a été remis à Sadio à cause de, disons, ce que Sadio fait pour sa région. Pour les communautés. Bon, ça c'est le prix Socrates. Non, non, même s'il n'y a pas de prix Socrates, Sadio le fait, tout le monde le sait. En tout cas, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce garçon à cause de ça. Parce que ce n'est pas le seul professionnel sénégalais qui a beaucoup d'argent. Peut-être qu'il y en a d'autres qui aident leur famille ou qui aident des gens sans qu'on le sache. Mais en tout cas, avec Sadio, c'est clair. Il a construit des hôpitaux, il a construit des lycées, il a construit ceci, il a fait plein de choses et il continue à le faire. Il donne des revenus mensuels à des familles. Ça, c'est extraordinaire. Il n'était pas obligé de le faire. Et il le fait. Et il le fait constamment. Et s'il n'y avait pas de télévision, de médias, de ceci, personne n'aurait su que ce garçon était en train de faire tout ça. Moi, j'admire Sadio. J'admire plus le social que le footballeur. Parce que le football, c'est aujourd'hui marque un but, demain je n'en marque pas. Je joue bien aujourd'hui, demain je ne joue pas. Sadio ne fait pas ça. Qu'il joue bien ou mal, sa famille et toutes les populations de sa localité sont dans d'excellentes conditions de vie aujourd'hui par ses activités à lui. Donc moi, Sadio, c'est ça pour moi. C'est le plus qu'il a. À la limite, je dis, bon, Sadio, yalla sa koy dimbali ndax li. Parce que c'est un peu ça. C'est pourquoi je dis, le garçon, il a du talent, c'est un buteur, c'est un passeur, c'est un ceci. Mais au-delà de ça, ses actes, le soutien qu'il appelle aux populations de sa localité. Mais si tous les jeunes Sénégalais, qu'ils soient footballeurs ou autre chose, faisaient la même chose, on aurait moins de problèmes. La lutte contre la pauvreté serait une réalité. Il y a beaucoup de milliardaires sénégalais, mais ils ne font pas ça. Le sport a changé. Totalement changé. Et heureusement que le Sénégal le comprend. Le chef d'État du Sénégal le comprend bien. Le stade le stade que j'ai jamais vu et qu'il a fait à Diamniadio, mais c'est pas n'importe quel stade. C'est pas n'importe quel stade. Donc, stade de dernière génération. Oui. Et à côté, tu as une autre salle où on peut faire du basket, du handball, de la boxe, beaucoup d'autres disciplines. Tu as des arènes modernes. D'accord? Donc, il y a actuellement un projet de réhabilitation de tous les stades pratiquement partout dans le pays. Et je considère que donc, nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui s'intéresse au sport en général, qui s'intéresse au sport, puisque nous parlons sport. C'est clair. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de truc. Il s'occupe de sport, et particulièrement du football. Donc c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission, Paix comme performance. Non sans saluer, non sans remercier peut-être notre interlocuteur, Yatma Diop. Vraiment, la télévision Yegle TV, vraiment, on vous remercie de votre expertise. Et puis espère peut-être d'autres occasions, d'autres possibilités, d'autres canaux pour pouvoir vraiment profiter de votre connaissance, de votre expertise et de votre passé d'ancienne gloire. Oui, merci beaucoup. Moi je vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de dire ce que je pense sur la Coupe du Monde. Moi je suis formel. Nos joueurs jouent dans les mêmes clubs que les autres joueurs qui veulent gagner la Coupe du Monde. Donc il n'y a pas de raison
que ce soit le Sénégal, fait partie à des joueurs qui sont dans les mêmes clubs. Donc pourquoi avoir peur? Avoir peur de qui et pourquoi? La difficulté serait qu'on ne soit pas dans des conditions de performance. Personne aujourd'hui ne peut le dire au Sénégal que le Sénégal n'est pas dans des conditions de performance. Le Sénégal est dans d'excellentes conditions de performance. Nos joueurs jouent dans les mêmes clubs que les autres. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Peur de quoi? Et au nom de quoi? Voilà. Maintenant, je dis, bon, il faut qu'on soit sérieux jusqu'au bout. Si tous ceux qui doivent faire jouer leur rôle sont en train de le jouer, il faut que maintenant, ceux qui sont sur le terrain comprennent qu'ils sont une heure positionnée à personne. Ils sont dans d'excellentes conditions. La preuve, le nouveau ministre est déjà allé sur place, accompagné d'autres dirigeants, pour voir les conditions, oui, pour voir les conditions de trucs. Quand j'ai vu d'ailleurs qu'il disait qu'il y a, je sais pas, 300 Sénégalais qui vont être invités, je dis, ah, mais monsieur le ministre, pour faire partie des 300 invités, alors qu'en réalité, ça ne concerne que les Sénégalais qui vivent dans cette partie du monde. Au Qatar. Voilà, au Qatar. Mais donc, je considère, en tout cas, moi, je dis ce que je pense. Nos joueurs, aujourd'hui, sont dans les mêmes clubs que les autres qui veulent gagner la Coupe du Monde. Donc, il n'y a pas de raison que nous avons des joueurs qui jouent dans les mêmes clubs, dans les mêmes conditions de clubs. L'État a fait tout ce qu'il faut faire pour que ces joueurs-là soient dans des performances de très haut niveau. Mais alors, je n'ose pas parler de Hong parce que je ne crois pas tout. Donc, voilà. Merci beaucoup, merci. Hamnani, peut-être que 2 heures n'auraient pas suffi pour vraiment échanger avec tout, parce que c'est toujours enrichissant, c'est toujours un plaisir vraiment de venir vous retrouver et de prendre vos avis, vos conseils, vos recommandations. Si j'avais l'âge de ça, si j'avais cet âge-là, alors là, moi, si j'avais l'âge des joueurs d'aujourd'hui. 40 ans avant. J'aurais pas ça. Ou bien 40 ans après. Ce gardien, je n'ai pas frappé sur lui, je le dribble. Voilà. Donc, je ne peux pas comprendre 50 ans après, presque, que des garçons frappent le ballon sur le gardien. Voilà, c'est une preuve de ce que j'ai dit. Si j'étais précipité, si j'étais dans la précipitation, je lui mets le ballon. Le gardien, il est au sol. Ah, je le dribble, c'est terminé. C'est ça que je demande aux garçons de le faire. C'est très bien même que la photo soit là. Ce que je demande à nos joueurs de faire ça c'est 50 ans avant. Ne frappez pas sur le gardien, dribblez-le. Ça peut être le gardien, ça peut être un défenseur d'ailleurs. Voilà, en tout cas, moi j'ai confiance en nos joueurs, nos dirigeants. Les gens de la fédération ont fait tout le travail qu'il fallait faire. Les Augustins, les Aplaïso et compagnie. Bon, Aliou Cissé, il y a eu beaucoup de critiques le concernant pendant longtemps. Aujourd'hui, maintenant les gens sont d'accord avec lui sur le fait qu'il a de la rigueur. C'est très important.